Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2026. Je voudrais, avec vous, examiner la situation du Groenland et de cette information qui dure déjà depuis maintenant plusieurs semaines, en fait depuis plusieurs années, je vais avoir l'occasion d'y revenir, sur cette volonté manifestée par le président Trump, le président des États-Unis, d'acquérir d'une façon ou d'une autre le Groenland. Alors, je crois qu'il est important de revenir dessus parce que c'est un sujet qui peut en effet dégénérer et c'est un sujet qui mérite de longues explications. Et c'est un sujet qui mérite des explications que je n'ai vues finalement nulle part dans les grands médias où on présente cette affaire comme une espèce de dinguerie de Donald Trump et qui voilà, serait consternante et puis c'est tout. Non, il faut revenir d'abord sur ce que c'est que le Groenland, deuxièmement revenir à l'histoire des États-Unis, et puis ensuite à voir ce qui se passe actuellement et ce qu'il y a dans les coulisses. Alors déjà le Groenland. Le Groenland, on dit que c'est la plus grande île du monde, ça dépend de ce qu'on appelle une île. L'Australie est beaucoup plus importante que le Groenland, mais on considère que c'est un continent. Il y a certains géographes qui considèrent que le Groenland lui-même pourrait être considéré comme un continent, et donc ne serait pas une île. Donc on joue un petit peu sur les mots. Mais enfin, il y a un consensus qui veut que finalement c'est la plus grande île du monde. Elle fait à peu près 2 100 000 km², c'est-à-dire à peu près 4 fois la taille de la France métropolitaine. Donc c'est tout à fait colossal, c'est tout à fait considérable. Cette île, elle se situe, regardez cette map-monde qui est tout à fait intéressante, elle se situe au nord-ouest du continent américain. Il est vrai qu'elle est beaucoup plus contiguë au continent américain du point de vue géographique qu'elle ne se rattache au continent européen. Et sur cette map-monde, enfin projection que vous voyez, il figure le territoire américain en vert, territoire américain continental, comprenant, vous le voyez, l'Alaska, et est mis également en vert le Groenland. Vous voyez donc que si les États-Unis acquéraient le Groenland, eh bien, en fait, ça permettrait d'avoir une espèce de gigantesque État qui représenterait le nord des Amériques. Et vous voyez surtout qu'il y a un État qui est pris en tenaille dans cette affaire, c'est le Canada. Voilà. C'est-à-dire que le Canada, finalement, serait encerclé partout par les États-Unis d'Amérique et il s'en faudrait finalement pas beaucoup pour que les États-Unis disent voilà, maintenant le Canada va rejoindre les États-Unis. C'est d'ailleurs ce qu'a dit également Donald Trump. Il ne faut pas l'oublier. Donald Trump avait dit pendant la campagne électorale, et avant et après, qu'il voulait faire du Canada le 51e État des États-Unis. Je pense d'ailleurs que si c'était le cas et si le Canada rejoignait les États-Unis, ça ne serait pas le Canada qui deviendrait le 51e État, mais c'est chacune des provinces canadiennes qui deviendrait un nouvel État, avec l'Ontario, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, peut-être le Québec, etc. C'est ça qui serait la logique. Et les États-Unis d'Amérique, qui comptent 50 États, passeraient peut-être à 60, 62, 63 États. Bien. Alors, le Groenland, pour y revenir, 2 100 000 km², il y a à peu près 57 000 habitants. C'est une population qui ne varie pas. Moi, il se trouve que je suis allé au Groenland. C'était quelques semaines avant de sortir de l'ENA en 1985, dans le cadre d'un cours sur longue période qui portait notamment sur le droit de la mer et sur la géopolitique des espaces maritimes. Et à l'époque, en 1985, on parlait beaucoup du Groenland, puisque le Groenland voulait sortir du marché commun et acquérir une certaine autonomie. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais quand je suis allé au Groenland, c'était en février 1985, eh bien, il y avait déjà 58 000 habitants, 59 000 habitants. Donc depuis 1985 jusqu'à 2025, c'est-à-dire en 40 ans, la population est restée tout à fait identique à elle-même. C'est une population qui vit dans des conditions quand même très austères. La situation s'est quand même améliorée, mais ce sont des populations qui sont à plus de 90%, ce que jadis on appelait esquimaux, mais que maintenant on n'ose plus appeler esquimaux parce que c'est péjoratif, ça veut dire mangeur de viande crue. Et maintenant on appelle ces populations relevant de l'ethnie inuit, les Inuits avec différentes variétés parmi les Inuits que l'on trouve aussi bien au Groenland qu'au nord Canada, qu'au nord de l'Alaska, mais aussi au nord dans les zones de l'Arctique de la Russie,
Et donc tout autour de l'océan glacial arctique, on trouve ces populations. Et ces populations vivaient dans un grand dénuement et parfois un peu dans une misère intellectuelle et sociale. À l'époque, que je me rappelle quand j'étais allé au Groenland, dans le cadre de notre voyage d'études de l'ENA, on expliquait, j'avais regardé un certain nombre de documents officiels, il y avait, excusez du détail, mais il y avait 58 000 habitants et il y avait à peu près 80 000 cas de MST, de syphilis ou de blénorragie, diagnostiqués et soignés par an. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour une population de 50 et quelques mille, ça veut dire que si vous enlevez les personnes âgées et puis les bébés et les enfants, ça veut dire que la population adulte était soignée 2 fois par an pour une maladie sexuellement transmissible. Ce qui montre un petit peu l'état de dénuement de cette population, de misère sociale, comme je dis, de misère économique. Ça s'est quand même amélioré depuis là. Mais enfin, c'est quand même une population qui est très faible, puisque imaginez 58 000 habitants sur 4 fois la superficie de la France. Le Groenland a cette particularité dans le monde d'être le plus grand espace avec la plus faible densité mondiale. C'est une densité qui est encore plus faible qu'en Australie, avec une densité de 0,028 habitants au kilomètre carré. Donc c'est vraiment un territoire entièrement vide. Et évidemment, c'est un territoire vide d'hommes, avec très peu de population, considérable, et qui a une position géostratégique qui est quand même importante. Et il suffit que vous preniez une map monde, un globe terrestre, vous verrez que le Groenland se situe sur ce que l'on appelle la ligne orthodromique, c'est-à-dire la ligne la plus rapide, entre, par exemple, Los Angeles et Moscou. Si vous tracez une ligne avec un fil entre Moscou et Los Angeles, vous verrez que ça passe au-dessus du Groenland. Donc, ça veut dire que le Groenland a une situation qui est, du point de vue balistique et du point de vue militaire, extrêmement important. Bien entendu, on est aux confins de l'océan glacial arctique et on est sur le trajet des missiles balistiques intercontinentaux, par exemple, en cas de guerre thermonucléaire. D'où la nécessité de suivre cela. Bon, voilà ce que c'est en gros le Groenland. Groenland qui a été découvert, semble-t-il, du temps des Vikings, par Éric le Rouge, donc vraiment au Haut Moyen-Âge, qui avait appelé cette terre Groenland, c'est-à-dire la terre verte, d'une part parce qu'il y avait des pâturages, ce qui permet d'ailleurs de se rappeler que la terre était plus chaude au Moyen-Âge, et notamment dans ces latitudes, qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'était aussi un peu une présentation un peu promotionnelle, puisque lorsque cette terre avait été découverte, elle était inhabitée. Et donc, un certain nombre de Vikings, de populations venues donc des pays scandinaves d'aujourd'hui, avaient commencé à s'installer au Groenland. Certains avaient d'ailleurs poursuivi, et on a trouvé des installations de Vikings qui auraient pu s'installer, je crois, au Xe, XIe, XIIe siècle, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Voilà. Ce qui permet d'ailleurs de dire au passage que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb est une présentation qui n'est pas parfaitement exacte. Elle l'est quand même parce que à l'époque les Vikings, ils vivaient dans leur propre monde et puis ça ne diffusait pas l'information dans le reste du monde. Alors cette terre a été l'objet de convoitises entre différents États, mais elle a été finalement rattachée au royaume du Danemark, après d'ailleurs un conflit avec la Norvège, qui faisait d'ailleurs partie de la Suède. Le Groenland a été rattaché au début du XIXe siècle, vers 1814, au royaume de Danemark. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est un territoire du royaume de Danemark, c'est un territoire autonome, c'est une espèce de colonie du Danemark. Évidemment, le Danemark stricto sensu, donc c'est-à-dire la péninsule du Jutland qui se trouve au nord de l'Allemagne avec les îles qui sont autour et qui entre cette péninsule et la péninsule scandinave de la Suède, ça fait 43 000 km², c'est-à-dire à peu près un petit peu moins que la taille de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous voyez que c'est un État, l'État du Danemark, où il y a cette petite péninsule où se masse l'essentiel de la population, qui fait 43 000 km². Il y a les îles Féroé et il y a le Groenland. Mais le Groenland faisant 2 100 000 km² et la péninsule du Jutland et les îles avoisinantes faisant 43 000 km², ça veut dire que le Danemark, ce que l'on connaît sous l'État de Danemark, ne représente que 2% de l'ensemble de la superficie du Groenland. Voilà.
Alors, le Groenland donc est resté à propriété, si l'on peut dire, du Danemark, sauf que il a attiré assez rapidement les convoitises des États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, alors je renvoie ici ceux que ça intéresse à ma conférence qui date d'il y a déjà de nombreuses années, qui s'appelle « Qui gouverne la France et l'Europe ?» et j'avais commencé cette conférence par un long rappel sur une histoire qui est assez méconnue, qui est même très méconnue par nos compatriotes, qui est l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique se sont constitués, ont proclamé leur indépendance en 1776. S'en est suivi la guerre d'indépendance du Royaume-Uni, qui s'est clôturée par le traité de Versailles de 1784, accordant l'indépendance aux 13 colonies d'Amérique du Nord du Royaume-Uni. Comme je l'ai expliqué dans cette conférence, je vous invite à aller la revoir. Et il y a à ce moment-là, les 13 nouvelles colonies ont tout de suite voulu augmenter leur superficie et elles ont voulu essayer d'acquérir les colonies britanniques du Canada, qui relevaient du Royaume-Uni, sachant que le Québec avait été perdu par la France, la Nouvelle-France avait été perdue du temps de Louis XV en 1759 avec la bataille dite des Plaines d'Abraham au nord de la ville de Québec. Donc tout le Canada appartenait et restait fidèle au Royaume-Uni. Bon, s'en est suivi des guerres avec ce qui a abouti en 1813 au traité de Gand avec en fait le statu quo ante. Le Canada est resté fidèle à la couronne britannique, les États-Unis, nouveaux étant un pays indépendant. En 1821, le Mexique a acquis son indépendance de l'Espagne. Et dans les années qui suivirent, il y a toute une série de pays d'Amérique du Sud qui ont obtenu leur indépendance de l'Espagne. Je le rappelais récemment pour le cas du Venezuela, par exemple, sous la houlette de Simon Bolivar, qui était donc le fer de lance de l'indépendance et de la fierté retrouvée des peuples latino-américains contre la puissance colonisatrice qui était l'Espagne. Et donc vous avez eu toute une série de pays qui ont proclamé leur indépendance, qui sont devenus le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Argentine, tout ça sont des pays qui sont devenus indépendants les uns après les autres. Bien. Cette floraison d'indépendance a fait que, en 1823, le président Monroe a défini une doctrine qu'on appelle la doctrine Monroe, qui a été présentée en France pendant des années comme une espèce de volonté d'isolationnisme américain, mais c'est un mot qui est très très mal choisi parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. La doctrine Monroe consiste à dire que tout ce qui relève du continent américain, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, ne doit être géré que par les États-Unis, donc par ces 13 colonies qui commençaient à se développer d'ailleurs, et donc les puissances européennes doivent dégager. C'est ça que ça veut dire la doctrine Monroe. Et quelques années après, en 1845, c'est-à-dire donc 22 ans après, il y a une nouvelle doctrine qui est apparue d'un nouveau président des États-Unis, qui est le président Polk, dont j'ai parlé, vous trouverez, j'ai fait aussi une vidéo sur la question, et qui est la doctrine dite de la destinée manifeste. La doctrine de la destinée manifeste, qui reprend à l'origine un article de journal, qui a été développé par le président Polk, c'est quoi ? C'est que les États-Unis d'Amérique ont une vocation quasiment messianique, c'est une espèce d'inspiration protestante, calviniste, une espèce de vocation messianique, d'abord à conquérir tout l'espace nord-américain, et ça va donc justifier la poussée vers l'ouest, vers ce que nous on appelle le Far West et que les Américains préfèrent appeler le Wild West, l'Ouest sauvage, avec progressivement donc cette poussée qui va consister à faire la guerre en permanence aux Indiens d'Amérique pour les mettre dans des réserves et puis s'accaparer leurs terres, jusqu'à arriver à la côte Pacifique. Côte Pacifique, je rappelle que en 1849, l'État de Californie sera rattaché aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est une espèce d'ébullition pendant ces années 1820, 1830, 1840, 1850, où les États-Unis d'Amérique continentaux se multiplient et étendent très rapidement leur emprise sur le continent nord-américain. Et c'est au nom de la destinée manifeste. Mais cette destinée manifeste ne va pas s'arrêter là, si l'on peut dire, et au XXe siècle, des théoriciens reprendront cette théorie de la destinée manifeste pour l'étendre en fait à l'ensemble du monde entier.
Voilà, c'est-à-dire que l'ensemble du monde a pour vocation à passer sous l'autorité, en définitive, des Américains, et notamment des Américains anglo-saxons blancs, comme c'était à l'époque. Alors, tout le XIXe siècle va être consacré par les premières provinces indépendantes. Elles vont progressivement s'étendre sur le continent américain, et elles vont faire comment? Soit par des guerres, soit par des achats. Et je vous renvoie à ma conférence sur qui gouverne la France et qui gouverne l'Europe. Je rappelle qu'il y a donc toute une série d'acquisitions qui ont été faites par les États-Unis en les achetant tout simplement. Ça a commencé par la Louisiane et qui a été achetée en 1803 à Napoléon Bonaparte. Donc c'est un morceau énorme à la Louisiane. Vous voyez la carte, c'est très considérable. C'est à peu près un tiers des États-Unis continentaux qui étaient sous domination française et qui a été vendu en 1803 par Napoléon aux nouveaux États-Unis d'Amérique. En 1853, c'est-à-dire 47 ans après l'achat de la Louisiane, les États-Unis d'Amérique ont acheté à l'Espagne une partie de ce qui est aujourd'hui l'Arizona, qui était rattaché auparavant au Mexique espagnol, 1853. Et ça s'est poursuivi ensuite en 1867 par l'achat de l'Alaska du temps d'un secrétaire d'État américain dont je vais reparler dans un instant, qui s'appelait Seward, et qui a acheté pour une bouchée de pain, en fait, je crois que c'est l'équivalent de $5 par kilomètre carré, cet État de l'Alaska qu'il a racheté à la Russie. Évidemment, de nos jours, la Russie, depuis longtemps, les Soviétiques puis les Russes se sont mordus les doigts de cette vente. Ça a été réalisé en 1867. Et puis c'est pas tout, puisqu'en 1898, les États-Unis se sont accrus en achetant Porto Rico et les îles Vierges espagnoles et danoises que l'on trouve dans les Caraïbes, en l'achetant. Ils ont acheté Guam, donc qui est une île qui se trouve tout à fait au sud du Japon, donc dans l'océan Pacifique occidental, en 1898 également. Et ils ont acheté les Philippines en 1898, qu'ils ont acheté à l'Espagne. Je crois qu'ils ont également, d'ailleurs, à cette occasion, acheté Cuba, mais Cuba, comme les Philippines, ensuite, ont quitté le giron américain. Voilà un petit peu comment on peut parler de l'accroissement du territoire des États-Unis d'Amérique. Il faut savoir quelque chose qui est très important pour le sujet qui nous occupe. C'est que le secrétaire d'État américain Seward, dont je parlais, celui-là même qui a acheté en 1867, donc c'est à l'époque de Lincoln, c'est au moment de la guerre de sécession, la fin de la guerre de sécession. Celui-là même qui est parvenu à acheter ce qu'allait devenir l'État de l'Alaska, mais qui n'est devenu un État qu'en 1959, mais qui a été une possession américaine à partir de 1867, celui-là même qui a acheté ça avait jeté son dévolu sur le Groenland. Et donc Seward voulait également acheter au Danemark le Groenland en 1867. Et cet objectif d'achat du Groenland, on va les retrouver à plusieurs reprises tout au long de l'histoire contemporaine des États-Unis. En 1910, il y a une nouvelle proposition qui va être faite. Puis après la Seconde Guerre mondiale, avec le secrétaire d'État Burns qui va demander, celui des accords Bloom-Burns de 1946, vous savez, pour la France, les États-Unis ont demandé, obtenu de diffuser des films américains en France. Le même secrétaire d'État Burns, en 1945, fait également des propositions d'achat du Groenland au Danemark. Et puis on remet ça encore sur le tapis en 1955, jusqu'à ce que ça réapparaisse en définitive, à l'époque tout à fait contemporaine, en 2019, puisque déjà Donald Trump en avait parlé en 2019, et puis maintenant en 2025. Tout ceci pour dire que cette idée d'acheter le Groenland, ou d'une façon ou d'une autre de le rattacher aux États-Unis d'Amérique, n'est pas aussi saugrenue que les présentent les médias français. Au contraire, elle se rattache à une solide tradition historique et volonté historique qui remonte à maintenant, donc depuis plus d'un siècle. On peut faire dater cette volonté de racheter, même 150 ans, depuis 1867, ça fait 170 ans qu'on a cette volonté des États-Unis d'acheter le Groenland, ou de se le procurer d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est un point important. Les médias présentent Trump comme quelqu'un d'un peu dérangé du ciboulot. Il est vrai qu'il est fantasque, il est vrai, etc. Il n'en demeure pas moins qu'il inscrit sa volonté
dans une tradition tout à fait documentée qui date de 170 ans des États-Unis d'Amérique, de mettre la main sur le Groenland. Alors maintenant, parlons de l'époque contemporaine. Je vous ai dit que j'étais allé moi-même au Groenland en 1985, là, quelques semaines avant que je sorte de l'École nationale d'administration. On y est allé avec quelques étudiants. On avait été reçus à Copenhague, notamment par l'ambassadeur de France à l'époque, qui était François-Régis Bastide, qui était un proche de François Mitterrand. Et puis on avait été également reçus au ministère des Affaires étrangères du Danemark. Et le voyage que nous avions effectué ensuite au Groenland, à partir de Copenhague, nous avions été cornaqués justement par un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères danois qui s'interrogeait sur le pourquoi est-ce que nous faisions ce déplacement. Parce qu'au début 1985, nous sommes en 1985, on est à la fin de l'ère Tchernenko en Union soviétique. Le 11 mars 1985, il y a Mikhaïl Gorbatchev qui arrive au pouvoir à Moscou, à la tête du Kremlin, et qui était le patron du KGB, et qui avait 58 ans, donc qui était très jeune par rapport aux gérontes auxquels il succédait. Et l'Occident entier était très inquiet de cet homme qui paraissait très dynamique. Évidemment, l'histoire a tourné d'une façon tout à fait différente. En fait, il a été le fossoyeur de l'URSS, mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1985, beaucoup de gens craignaient cet homme dynamique, intelligent, à la tête du KGB, et pensaient qu'il allait reprendre en main de façon vigoureuse l'URSS. Et c'est à ce moment-là, précisément, que, au Groenland, un fort mouvement autonomiste s'était développé depuis déjà un certain nombre d'années et avait porté au pouvoir un nouveau Premier ministre du parti Siumut, c'est un peu le parti social-démocrate groenlandais, qui était un pasteur, enfin c'était un Groenlandais, mais qui était pasteur de l'église évangélique, et il s'appelait Jonathan Motzfeldt. Et ce gouvernement local avait négocié et obtenu une autonomie croissante de la part de la mère patrie, de la part du Danemark, un petit peu comme la France a accordé, le gouvernement français, au cours des décennies écoulées, a accordé une autonomie croissante aux autorités à Tahiti ou bien en Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc le Danemark a accordé une autonomie croissante au Groenland. Et en 1985, d'une part, le mouvement autonomiste commençait à se transformer quasiment en mouvement indépendantiste. Il avait demandé et obtenu de mettre pavoisé avec un nouveau drapeau, le drapeau du Groenland, que vous voyez dans mon dos. Vous savez que le drapeau du Danemark est un drapeau rouge et blanc avec une croix blanche. La croix qui est positionnée comme sur tous les drapeaux scandinaves, on l'appelle la croix de Saint-Olaf. On retrouve cette forme de croix plus longue que haute et basculée, si l'on peut dire, à l'horizontale. On la retrouve sur le drapeau du Danemark, mais aussi sur le drapeau de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. C'est un peu la marque des pays scandinaves. Et à l'époque, en 1985, le gouvernement autonome groenlandais définit un nouveau drapeau qui est assez joli d'ailleurs, qui reprend le rouge et le blanc du drapeau danois, mais avec cette espèce d'hémisphère rouge et blanc alterné avec une boule qui représente le soleil sur un horizon. Pourquoi ? C'est un symbole, évidemment, du fait qu'une grande partie du Groenland se situe au-dessus du cercle polaire arctique, et donc il y a toute une partie du Groenland qui connaît ce qu'on appelle le soleil de minuit, n'est-ce pas ? Lorsque l'été venu, il y a 24 heures sur 24 de jour, c'est-à-dire que le soleil baisse à l'horizon à minuit, mais ne disparaît pas et remonte. Et l'inverse, en plein hiver, comme c'est le cas actuellement, il fait nuit 24 heures sur 24 pour toute une partie du territoire groenlandais. Bien. Alors, pourquoi ça en 1985 ? Parce qu'au même moment, il y avait une volonté d'autonomie qui s'était traduite d'ailleurs par une demande de sortir le territoire du Groenland du marché commun, puisque le Danemark avait adhéré au marché commun en 1972, à partir du 1er janvier 1973, et évidemment, le Groenland étant un territoire, une colonie de la couronne danoise, faisait partie du marché commun. Et en 1985, donc 13 ans après son entrée, les Groenlandais avaient voulu sortir du marché commun dont ils considéraient que les contraintes étaient trop fortes, notamment sur les contraintes en matière de pêcherie et de zones de pêche. Ils ne voulaient pas partager en fait
un certain nombre de pêches ou de zones de pêche, ou en tout cas voulait les monnayer au prix fort. C'était une des raisons. Puis il voulait aussi ne pas dépendre de décisions qui étaient prises à Bruxelles. Voilà, je le signale au passage parce que ça veut dire qu'on peut très bien sortir de la construction européenne. Le Groenland est un autre exemple parmi d'autres, hein, de même que j'ai expliqué que l'Algérie faisait partie du marché commun en 1957 et en était sortie, je crois, formellement en 1964, après l'indépendance de l'Algérie. Et évidemment, tous ces mouvements étaient suivis de très près aux États-Unis d'Amérique parce que l'on craignait que derrière ce pasteur Jonathan Motzfeldt et derrière ce parti social-démocrate, il y ait en fait des ingérences étrangères, que ce soit Moscou et l'Union soviétique qui agissent en sous-main, et qu'en fait c'était un risque de menace en matière justement de protection et de sécurité militaire. Les choses ont tourné autrement. Le pasteur Jonathan Motzfeldt, moi je l'avais rencontré, nous l'avions rencontré, il nous avait reçus, pour la petite histoire, dans l'ancienne ville de Gotthard, c'est-à-dire le port de Dieu, avait été rebaptisé Nuuk. D'ailleurs, les Groenlandais eux-mêmes, c'est-à-dire les Inuits, puisqu'il y a plus de 90 ou 92% de la population qui est Inuit, hein, d'ethnie, le reste ce sont des Occidentaux, des Européens, essentiellement des Danois, où il y a aussi des Islandais. Mais donc, plus de 90% de la population est Inuit. Et donc, son langage, c'est un langage qui se rattache aux langues Inuit. Donc, eux, ils l'appellent dans leur langue, c'est pas Groenland, mais c'est Kalaallit Nunaat. Ce qui veut dire, Kalaallit, c'est une des ethnies Inuit, et Nunaat, ça veut dire la nation, donc le pays des Kalaallit. En réalité, l'autonomie a été prononcée, le Groenland est sorti en effet du marché commun, mais ça n'est pas allé au-delà, puisque d'ailleurs le pasteur Jonathan Motzfeldt, qui nous avait reçus, qui nous avait d'ailleurs servi un déjeuner mémorable, où nous avions mangé des choses qui étaient, à vrai dire, un petit peu, qui n'étaient pas très très appétissantes. Il y avait de la viande de phoque en daube, et il y avait de la peau de cachalot qui ressemblait à une espèce de, je ne sais pas, d'abat de porc gélatineux qui était en fait assez répugnant. Et il y avait aussi des morceaux de viande de renne séchée. Voilà. C'était un menu traditionnel inuit. Bon, ça valait le coup d'être vu, mais disons que je n'en ferai pas tous mes repas. On avait été gentiment reçus, mais enfin, ce qui nous avait frappé, c'était que c'est un pays tout petit. Vous imaginez 58 000 personnes sur une pareille étendue. Donc la capitale, Gotthard, rebaptisée donc Nuuk, il y avait 3-4 rues, quoi, c'était tout. Et le Premier ministre, qui était un pasteur évangélique par ailleurs, nous avait reçus, il était en sabots, il avait les pieds nus dans les sabots alors qu'il faisait moins 20 degrés. Nous y étions allés au mois de février 1985. En définitive, d'ailleurs, il a ensuite quitté le pouvoir parce qu'il faisait des crises d'alcoolisme profond. C'était un alcoolique, voilà. Parce qu'il y a non seulement il y avait parmi les ravages qu'il y avait au Groenland à cette époque, il y avait les maladies vénériennes et il y avait l'alcoolisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains suivaient toute cette affaire, mais le suivaient quand même avec une certaine sérénité. Pourquoi ? Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, donc depuis 1945, ils se sont installés tout à fait au nord de l'île du Groenland, dans une base militaire qui s'appelle Thule, qui est un nom historique bien sûr, et qui a été rebaptisée maintenant avec un mot inuit qui est la base de Pituffik. Donc les Américains sont déjà présents sur place au Groenland et garantissent déjà la sécurité. Ce qui d'ailleurs au passage, ce propos que je tiens là est très important parce que l'argument actuellement avancé par Trump et les gens qui sont autour de lui, selon lequel il faudrait mettre la main sur le Groenland pour assurer la protection des États-Unis, c'est un argument éculé qui était déjà avancé en 1867 par le secrétaire d'État de l'époque Seward, mais qui en fait tombe de lui-même parce que d'ores et déjà le Groenland est sous la protection des États-Unis par leur base militaire de Pituffik. Alors, on en arrive maintenant à la période la plus contemporaine. La période la plus contemporaine, et là je me sers d'informations qui ont été dévoilées par 2 journalistes dans un ouvrage qui s'appelle The Divider, concernant au sujet de Trump,
qui a paru en 2017, et puis par ailleurs d'articles de journaux qui sortent en ce moment au Danemark et dans le monde scandinave, dont on ne parle absolument pas en France, puisque les Français, aucun journaliste ne fait son devoir, son travail. On a l'impression d'ailleurs que les responsables politiques, personne n'examine ça d'un petit peu près, tout le monde s'en fiche, alors que c'est quand même des sujets très importants. Qu'est-ce que l'on a appris? On a appris que Donald Trump donc, a remis sur le tapis, déjà dès 2017, a remis sur le tapis l'idée que les États-Unis mettent la main sur le Groenland. Qui est à l'origine de ça? Donald Trump dit que c'est lui-même. Et il se rattache à toute une tradition historique que j'ai expliquée auparavant. Mais l'information qui est sortie, c'est qu'en fait, il a un copain, enfin, il a un ami, qui lui aurait ressorti le dossier qu'il n'avait plus forcément à l'esprit, et que c'est cet homme-là, qui est un homme tout à fait central dans les événements actuels, qui jouerait un rôle donc considérable dans cette volonté des États-Unis de mettre la main sur le Groenland. Et qui est ce monsieur? Ce monsieur s'appelle Ronald Lauder. Ronald Lauder, c'est un Américain qui a deux particularités, enfin plusieurs particularités. Le premier, c'est d'être un milliardaire. C'est d'être, là, je crois, la 713e ou 715e fortune Forbes. Deuxièmement, il est le fils de Estée Lauder. Estée Lauder, qui était une femme qui est décédée maintenant, mais qui était d'origine d'émigrés juifs hongrois qui étaient venus s'installer aux États-Unis et qui avait fait fortune. Elle avait créé la ligne de cosmétiques Estée Lauder que tout le monde connaît, enfin qu'on voit un peu partout, notamment dans toutes les grandes surfaces. On voit cette ligne qui avait fait de Madame Lauder une multimilliardaire. Il s'agit de son fils, qui donc est la 720e fortune mondiale d'après le classement Forbes. Par ailleurs, il est juif, mais il n'est pas seulement juif, c'est-à-dire qu'il est tout à fait pro-sioniste, un très grand ami d'Israël, et au point d'ailleurs qu'il il est devenu le président du Congrès juif mondial, un peu la tête de la diaspora juive. Et il est accessoirement, mais c'est pas accessoire dans le dispositif, c'est un ami de Netanyahou. Il a financé à de nombreuses reprises les campagnes de Netanyahou. Il lui a fait également des cadeaux. Il lui a fait des cadeaux au point d'ailleurs qu'en 2017, Netanyahou a commencé à être poursuivi par les tribunaux en Israël pour s'être fait acheter par ce monsieur. Regardez les coupures de presse. Et puis ça n'est pas tout, puisque Ronald Lauder n'est pas seulement un grand ami d'Israël, n'est pas seulement un ami de Netanyahou, c'est aussi un ami de Donald Trump, puisqu'ils ont été ensemble au collège. Et entre 2016 et 2022, Ronald Lauder, qui est donc un type extrêmement fortuné, a financé les campagnes électorales de Donald Trump jusqu'à se fâcher un petit peu avec lui. Il avait financé après ça Nikki Haley, et puis après il est revenu dans les bonnes grâces de Donald Trump. Il faut savoir que ce monsieur Lauder aime bien jouer les intermédiaires. Il a par exemple été question de lui, il s'était immiscé entre Netanyahou qu'il finançait et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il était une espèce de go-between, comme disent les anglo-saxons, d'intermédiaire entre Netanyahou et Mahmoud Abbas, en se prévalant évidemment d'avoir par ailleurs une espèce de soutien des États-Unis d'Amérique. Bon, l'affaire n'avait pas marché, mais enfin, ça vous décrit tout un personnage qui aime jouer en fait ceux qui dans les coulisses manipulent et poussent un agenda politique, mais aussi un agenda économique. Et c'est lui qui, à partir de 2019, a fait le lobbying auprès de Donald Trump. En se prévalant donc de l'autorité de Donald Trump, il se proposait de prendre contact avec le gouvernement de Copenhague, du gouvernement danois. Donc vous voyez que cette affaire n'est pas du tout uniquement la lubie de Donald Trump, c'est une affaire qui s'inscrit dans plus de 170 ans d'histoire, mais c'est une affaire qui s'inscrit au milieu d'hommes d'influence ayant des réseaux qui concernent notamment la diaspora juive dans le monde, le Congrès juif mondial, les liens avec Netanyahou. Ça va au-delà, parce que M. Lauder, joignant le geste à la parole, si l'on peut dire, a fait des investissements au Groenland récemment.
il a pris contact avec 2 hommes d'affaires groenlandais. Il n'y en a pas des quantités. Encore une fois, il faut comprendre que le Groenland, c'est un tout petit village. Bien. Et il a pris contact avec deux hommes, l'un qui s'appelle M. Hardenberg, que l'on voit ici sur cette photo, qui a été d'ailleurs auprès du secrétariat général du Premier ministre et du ministère des Affaires étrangères groenlandais, donc quelqu'un qui a ses entrées dans les allées du pouvoir à Nuuk. Mais encore une fois, vu de loin, on se dit c'est quelque chose... Non, les allées du pouvoir... Encore une fois, imaginez que la capitale du Groenland, il y a 3-4 rues. Donc tout ça, c'est vraiment un tout petit univers. Ce monsieur Hardenberg, et puis un autre homme d'affaires qui s'appelle monsieur Johansen. L'un et l'autre, monsieur Hardenberg et monsieur Johansen, ont créé 2 sociétés au Groenland. La première qui s'appelle la Greenland Water Bank, la banque de l'eau du Groenland. C'est une entreprise qui consiste à fabriquer de l'eau minérale à partir de l'eau qui est puisée dans une île du Groenland qui s'appelle l'île de Disko et qui a été, suite à des analyses chimiques, considérée comme une des eaux les plus pures du monde. Donc qui est vendue comme une eau de luxe, donc qui est conditionnée au Groenland. Vous avez une photo qui apparaît à l'écran de cette eau minérale. Donc c'est pour le premier objectif de cette société, la Greenland Water Bank, c'est justement de produire de l'eau minérale qui va être vendue à prix d'or. Et où ça, très probablement au Danemark, mais aussi aux États-Unis. Et puis une deuxième société qui s'appelle la Greenland Investment Fund, qui consiste à faire des investissements financiers, et notamment qui tournent autour de projets hydroélectriques. Bon, donc Hardenberg et Johansen ont créé ces 2 sociétés dont ils étaient propriétaires. Or, ce monsieur Ronald Lauder, à partir de 2017-2018, est venu comme un investisseur dans ces 2 sociétés. Avec évidemment une arrière-pensée politique, pas seulement économique. Pour couronner le tout, il faut savoir que M. Johansen, l'un des 2 propriétaires, est le mari d'une femme qui s'appelle Madame Viviane Motzfeldt, le même nom que le pasteur Jonathan Motzfeldt que j'avais rencontré, mais vérification faite, je ne crois pas qu'elle soit sa fille. Il a eu d'autres enfants, mais il n'a pas eu de fille, mais je crois que les 2 viennent du sud du Groenland. Probablement, mais ça n'est pas certain, qu'elle devait être une cousine éloignée ou une nièce de cette famille Motzfeldt, donc qui compte dans son illustration familiale, comme on dit, qui compte un ancien Premier ministre. En tout cas, Madame Viviane Motzfeldt, elle est entrée comme Jonathan Motzfeldt au parti Simut, le parti social-démocrate, et puis elle s'y fait élire, elle a grimpé les échelons, encore une fois dans un tout petit, faut comprendre, c'est l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants, le Groenland, en France, et elle est actuellement ministre des Affaires étrangères du Groenland. De telle sorte de regarder cette photo. Sur cette photo, vous avez d'un côté Madame Viviane Motzfeldt, qui est la ministre des Affaires étrangères du Groenland, et à droite, elle est flanquée de M. Anders Samuelsen, qui se trouve être le ministre danois des Affaires étrangères. C'est un peu comme actuellement, vous avez un ministre français des Affaires étrangères, et puis en Polynésie française, vous avez quelqu'un qui fait office de ministre des Affaires étrangères de la Polynésie française, donc qui est une espèce de correspondant qui gère les relations internationales autour de la Polynésie. Cette photo, elle est assez extraordinaire, puisque ce sont ces 2 personnes qui sont censées rencontrer Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, pour négocier l'avenir du Groenland. Or, vous l'avez bien compris, si vous m'avez suivi, c'est que M. Samuelsen, qui lui est le ministre danois des Affaires étrangères, lui, il est contre toute cession du Groenland aux États-Unis d'Amérique. Mais en revanche, le verre est dans le fruit, si j'ose dire, puisque Madame Motzfeldt, elle est ministre des Affaires étrangères du Groenland, donc a priori, elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec la cession, mais en fait, son mari, M. Johansen, a cédé des parts à Ronald Lauder, qui a été donc le président du Congrès juif mondial, ami de Netanyahou, ami personnel de Trump, et celui qui pousse à ce que Trump mette la main sur le Groenland. Et mettre la main comment ? Probablement en l'achetant. Puisque d'ailleurs, c'est ce que Trump a dit récemment, et puis il y a beaucoup d'autres moyens de mettre la main sur le Groenland plutôt que d'envoyer des troupes, c'est tout simplement de l'acheter. Alors,
dans cet univers assez incroyable, en définitive, c'est presque un roman policier de John le Carré, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des rebondissements incroyables dans ce territoire qui est quand même resté tout à fait à l'écart de l'intérêt des peuples d'Europe. Il faut savoir qu'il y a encore une autre personnalité qui est entrée en scène. C'est une dame qui s'appelle Madame Josette Sheeran. Et cette dame Josette Sheeran, elle a été sous-secrétaire d'État aux États-Unis, vice-présidente du World Economic Forum de Davos, vous voyez la photo, et elle est devenue désormais la présidente du conseil d'administration de ces deux sociétés qui sont la Greenland Water Bank et la Greenland Investment Fund. Voilà. En d'autres termes, vous imaginez bien que les milieux financiers groenlandais sont quand même extrêmement restreints. Il doit y avoir quelques dizaines de personnes qui s'intéressent à ce genre de choses. En d'autres termes, les Américains, avec l'aide notamment de M. Ronald Lauder, ont infiltré toutes les structures de pouvoir et du pouvoir économique au Groenland, qui est quelque chose d'extrêmement petit, extrêmement fragile. La suite des événements, elle paraît quasiment écrite. Pourquoi ? Parce que non seulement l'acquisition du Groenland correspond à une volonté des États-Unis depuis 170 ans, j'avais oublié de dire d'ailleurs qu'en 1946, le président Truman lui-même avait proposé d'acheter ça 100 millions de dollars, mais il s'y ajoute maintenant un intérêt économique et financier puisque en 2019, le journal Washington Post, qui est un des deux grands journaux américains les plus sérieux avec le New York Times, avait consacré un article sur quel est le prix à quel prix pourrait être vendu le Groenland. Et c'était des estimations extraordinairement différentes puisque ça variait entre 200 millions de dollars, le prix le plus bas, et ça pouvait aller jusqu'à 1700 milliards de dollars. Pourquoi ça ? Ça dépend des estimations. Et on sait qu'il y a au Groenland très probablement des hydrocarbures, également des métaux rares. Mais combien, on n'est pas tout à fait certain, et surtout des métaux rares ou de l'or, des métaux rares nécessaires aux produits de haute technologie, mais aussi des hydrocarbures, mais dont l'exploitation serait de toute façon quand même assez compliquée, mais qui n'est pas impossible. Évidemment, le prix médian entre ces deux estimations était chiffré par le Washington Post à quelque chose comme à peu près 42,6 milliards de dollars. Ce qui, pour le budget des États-Unis d'Amérique, n'est finalement pas très important. Et donc, il y a certains hommes d'affaires avisés, dont Ronald Lauder, qui se sont très probablement dit que c'était le moment d'investir là-dedans, et puis de prendre des parts dans les sociétés, dans deux sociétés dont les dirigeants sont les maris respectifs de dirigeants groenlandais, pour évidemment avoir un effet de levier et faire une fortune considérable sur ces affaires. C'est d'ailleurs quelque chose qui pourrait intéresser Donald Trump lui-même ou sa famille, son fils notamment, puisque on raconte, je ne sais pas si c'est exact, mais on raconte que le fils de Donald Trump aurait parié sur je ne sais pas quel pari une intervention militaire au Venezuela, et puis il aurait gagné je ne sais pas combien, 400 000 $. Il était évidemment le mieux placé pour avoir les meilleures informations sur les desiderata de son père. Il faut savoir que Donald Trump est en contact étroit avec Ronald Lauder, je l'ai déjà dit. Ici, vous voyez une photo de lui à Mar-a-Lago, donc dans sa villa hollywoodienne qui est située donc en Floride. Et il faut savoir aussi, vous le savez par la presse, que fin décembre, donc il y a quelques jours, Donald Trump a reçu à Mar-a-Lago, une nouvelle fois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a d'ailleurs, qui doit des choses à Ronald Lauder, puisque Ronald Lauder a financé ses campagnes et à plusieurs reprises lui a fait des cadeaux. Alors, certains diront que c'est du complotisme et du conspirationnisme, d'autres diront que on a du mal à ne pas rapprocher la présence de Netanyahou le 30 décembre à Mar-a-Lago avec Donald Trump, du fait que quelques jours après, Donald Trump, d'un côté, décide d'aller kidnapper le président du Venezuela. J'ai eu l'occasion d'expliquer que si les États-Unis mettent la main sur le pétrole du Venezuela, ça pourrait être ensuite un feu vert donné à Israël pour envahir l'Iran.
Et on a du mal aussi à ne pas rapprocher la présence de Netanyahou à Mar-a-Lago il y a quelques jours de la soudaine décision de Trump qui remet de nouveau sur le tapis la question du Groenland, qui est poussée par son ami Ronald Lauder, qui est à la fois l'ami de Netanyahou, l'ami de Trump, et qui vise derrière à faire des profits financiers tout à fait considérables. Alors maintenant, j'arrive à la conclusion. La conclusion, c'est que moi je suis tout à fait sidéré par le caractère complètement à l'ouest, si l'on peut dire, complètement démuni de la réflexion des différents responsables. La première ministre du Danemark, Madame Mette Frederiksen, après avoir dit en octobre 2025 que la seule menace contre le Danemark c'était la Russie, là en janvier 2026, compte tenu des déclarations de Donald Trump qui a dit que maintenant il allait passer à l'acte, et qu'il fallait que d'une façon ou d'une autre le Groenland soit rattaché aux États-Unis. Mais Madame Mette Frederiksen, d'un seul coup, elle commence à paniquer. Elle se rend compte que finalement, la menace c'était pas la Russie, la menace ce sont les États-Unis. Et voici ce qu'elle a dit d'ailleurs à la télévision récemment, il y a quelques jours. Elle a dit, étant donné que le Danemark, Groenland compris, est membre de l'OTAN, une attaque américaine contre l'un des membres de l'Alliance signifierait la fin de tout, notamment de l'ordre de sécurité international établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ce qu'a averti la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Et elle a poursuivi, toujours à la télévision nationale, il ne s'agit pas seulement d'un conflit avec le royaume du Danemark, mais bien avec l'Europe tout entière. Avec l'Europe tout entière. Donc l'affaire est en train de tourner quand même assez mal. Et on voit bien que la France, dans tout ça, comme pour l'affaire Ukraine-Russie, la France, elle est entraînée dans un conflit qui ne la concerne absolument pas. Ça fait depuis 170 ans minimum que les États-Unis lorgnent sur le Groenland que s'est approprié le Danemark en 1814. Et nous, on risque d'être embarqués dans un conflit entre le Groenland, les États-Unis et le Danemark qui, en fait, ne nous concerne pas. Mais ce qui est le plus grave, ce sont les réactions des dirigeants français. Et notamment, Emmanuel Macron a dit que c'était inconcevable, cette affaire. Et Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, s'est fendu d'une déclaration qui, moi, m'a fait sourire et même rire, mais tristement, ce qui prouve qu'il n'a rien compris. C'était le 7 janvier 2026, c'est-à-dire hier, Jean-Noël Barrot affirme qu'une intervention par la force des États-Unis au Groenland n'aurait aucun sens. Il s'est inscrit dans la lignée des propos d'Emmanuel Macron qui n'imagine pas les États-Unis violer la souveraineté danoise sur l'île arctique malgré les revendications de Donald Trump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron et Jean-Noël Barrot ne comprennent rien à rien. Ils n'imaginent pas que les États-Unis puissent mettre la main sur le Groenland, parce que pour eux, ça n'a pas. Ils n'ont jamais pensé être un homme d'État, être un chef d'État, c'est savoir que dans la vie des hommes, tout est possible, absolument tout. Deuxièmement, c'est se renseigner sur l'histoire. Si Macron et si Jean-Noël Barrot avaient fait le petit effort auquel je viens de vous convier, de s'intéresser à l'histoire des États-Unis d'Amérique depuis leur fondation, qui ont passé leur temps à s'agrandir en achetant des terrains aux uns et aux autres, des territoires, s'ils avaient fait l'effort de se renseigner sur la politique américaine vis-à-vis du Groenland depuis 1867, 1910, 1945, 1946, 1955, ce que je vous ai rappelé, mais ils diraient que c'est pas que ça n'a pas aucun sens, au contraire, ça a beaucoup de sens. Au contraire, ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire que c'est au contraire la poursuite de l'impérialisme américain dans le cadre de la destinée manifeste. Et si par ailleurs ils s'étaient renseignés pour voir qui est-ce qui était à la manœuvre dans ces opérations, et qu'ils avaient découvert que c'était Ronald Lauder, ancien président du Congrès juif mondial, ami personnel de Netanyahou, et qui est là à la fois pour des raisons géostratégiques, mais aussi en ayant personnellement fait des investissements financiers pour essayer de faire des très gros profits à l'occasion de cette affaire, ils se rendraient compte que ça a décidément beaucoup de sens. Voilà. Alors là-dedans, qu'est-ce que l'on peut conclure? On peut conclure que l'Union européenne est en dessous de tout, que nous sommes dirigés par des ânes,
Je ne parle même pas du général Richoux, mais ça vaut quand même le cas de le signaler. On a sorti un général d'opérette qui est venu expliquer, vous avez vu ça à la télévision française, qui est venu dire qu'il fallait envoyer des troupes pour aller combattre les Américains. Donc nous avons des généraux d'opérette en France qui proposent que la France envoie des soldats à la fois pour se battre contre la Russie, ou du moins pour protéger l'Ukraine contre la Russie, c'est-à-dire potentiellement entrer en conflit avec la Russie. D'ailleurs, la Russie a fait savoir qu'elle était hors de question qu'elle tolère qu'il y ait des armées étrangères sur le territoire de l'Ukraine dans le cadre d'un traité de paix, et que si tel était le cas, elles seraient considérées comme des cibles légitimes. C'est ce que vient de répéter la Russie. Donc, d'un côté, nous avons des généraux et Macron qui nous disent qu'ils vont envoyer des soldats, des centaines de soldats français pour se battre contre la Russie. Et de l'autre, vous avez d'autres généraux qui nous expliquent qu'il faut envoyer des soldats au Groenland pour se battre contre les Américains. Voilà. Au moment même où notre armée est complètement affaiblie après des années de réduction budgétaire, on a 2 à 3 jours de munitions. On est incapable de fabriquer nous-mêmes des drones alors que c'est les armées du futur. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est que je ne connais pas un seul Français autour de moi, peut-être que vous en connaissez, moi je n'en connais pas un seul, qui envie lui-même ou ses enfants ou ses petits-enfants d'aller se faire tuer pour se battre contre la Russie en Ukraine ou d'aller se faire tuer contre les États-Unis sur la banquise glacée du Groenland. Voilà. Conclusion de tout ça, le retour de l'histoire. Le retour de l'histoire. Moi, je pense que Trump va poursuivre dans son affaire parce qu'il y a, au-delà des questions géostratégiques, au-delà de la question du profit financier à court ou moyen terme potentiellement considérable, il y a un autre élément que Trump a certainement à l'esprit, c'est un événement de nature symbolique. Je rappelle qu'il s'est fait élire avec le slogan « Make America Great Again », c'est-à-dire rendre l'Amérique de nouveau forte. Et donc, il pense très probablement que faire de nouvelles conquêtes, de nouvelles frontières, ça a été d'ailleurs dit par certains de son entourage, que ça devrait être la nouvelle frontière, c'est une formule, le New Frontier, qui parle à l'esprit des Américains. La frontière, c'était justement cette avancée dans le Wild West, ce que nous on appelle le Far West, dans l'Ouest sauvage. C'était sans arrêt à pousser les frontières de la civilisation dans le cadre de la destinée manifeste. Eh bien, cette nouvelle frontière, qui avait fait d'ailleurs l'objet d'un discours célèbre de Kennedy au début des années 60, lui, c'était la nouvelle frontière, c'était l'espace, etc. Eh bien, Trump essaie de faire revivre ce mythe de la nouvelle frontière, de l'extension de l'Empire américain avec le Groenland. Il doit penser que c'est un moyen de redynamiser le peuple américain, de lui redonner un objectif pour le futuriste sur le progrès de l'Empire américain. C'est pour ça que je pense que Trump, c'est pas du tout une fantaisie. Ça ne se limite pas à des questions simplement géostratégiques, d'autant plus que l'armée est déjà présente. Il s'agit d'abord et avant tout d'une question symbolique. À mon avis, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que les Américains vont accentuer leur pression. Quand vous savez qu'il y a 57 000 habitants, il doit y avoir peut-être 37 000 ou 40 000 adultes, vous imaginez que ça serait très facile d'acheter 40 000 personnes. Voilà. Si vous donnez à chacune de ces personnes, mettons 47 000 personnes, si vous leur donnez $1 000 à chacune, ça fait 47 millions de dollars, c'est-à-dire zéro. Mais si vous leur donnez non pas $1 000, mais $100 000, ce qui quand même commence à faire une grosse somme, eh bien, ça ne fait que 4 milliards 700 millions de dollars. Et même si vous leur donnez $1 million, eh bien, ça fait 47 milliards de dollars. On est dans l'estimation moyenne fixée par le Washington Post. Voilà. Or, évidemment, si vous donnez plein d'argent aux gens, ils vont finir par craquer. Donc voilà. Évidemment, normalement, de quoi va pouvoir se prévaloir le Danemark dans cette histoire pour se protéger ? Une armée européenne, c'est une rigolade, n'y pensons pas. Des protestations vertueuses, n'y pensons pas trop non plus, parce qu'il faut savoir ce que les Français ne savent pas,
c'est que le royaume de Danemark s'est complètement vassalisé, c'est devenu l'esclave des États-Unis par ailleurs, puisqu'il a passé son temps à espionner ses petits copains de l'Union européenne pour le plus grand profit des États-Unis d'Amérique. Regardez ces informations de presse qui montrent que les systèmes de renseignement danois se sont mis au service des Américains pour espionner les autres pays de l'Union européenne. Bon, on n'a peut-être pas envie non plus de voler au secours d'un pays qui considère l'Union européenne tout simplement comme une non-puissance, puisque la vraie puissance, c'est la puissance américaine. Donc, qu'est-ce qui reste en fait au Danemark ? Il reste à invoquer le droit international. Parce que ce que fait actuellement Trump, comme il l'a fait au Venezuela, c'est piétiner le droit international. Seulement, voilà, le problème, c'est que vous avez vu les réactions des pays européens qui ont, du bout des lèvres, condamné l'opération au Venezuela, et pour certains d'entre eux, comme Macron, qui ont approuvé l'opération sans même s'indigner des questions de respect du droit international. D'ailleurs, le meilleur ami de M. Trump étant maintenant Netanyahou. Netanyahou, c'est quand même quelqu'un qui piétine le droit international depuis... il a été 16 ans ministre au cours des 30 dernières années. Et donc, Israël ne respecte pas le droit international. On a l'impression qu'Israël aurait, d'une certaine façon, invité les États-Unis d'Amérique à suivre son mauvais exemple. Et j'ai noté, comme vous, que Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État américain, au sujet du Venezuela, a dit de toute façon qu'ils s'en fichaient complètement de l'ONU, ce qui est d'une très grande gravité, puisque c'est les États-Unis d'Amérique qui sont à l'origine de la création de l'ONU. C'est à San Francisco qu'a été signée la charte fondatrice de l'ONU en 1945. C'est sur le territoire américain qu'a été construit le siège de l'ONU à New York. Voilà. Et les États-Unis d'Amérique sont l'un des 5 grands au Conseil de sécurité. Donc si le pays fondateur, concepteur, qui accueille sur son territoire le siège des Nations Unies, qui est le membre permanent du Conseil de sécurité, qui est le plus grand donateur d'argent aux Nations Unies, commence à dire que l'ONU s'en fiche et le droit international, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, on se trouve dans une situation très grave. Et je continuerai et terminerai là-dessus, je suis au regret de constater quand même que le type de raisonnement de Donald Trump s'apparente beaucoup au type de raisonnement d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, dans les années 30, ne cessait que d'invoquer, en fait, le Reich allemand, le Deuxième Reich, celui de Bismarck. Il considérait que l'Allemagne avait été très maltraitée par les traités de 1918-1919, et donc il voulait rattacher au Reich allemand les territoires où l'on parlait l'allemand, l'Autriche avec l'Anschluss, les Sudètes avec l'affaire des Sudètes et des accords de Munich, jusqu'à l'invasion ensuite de la Pologne. Et je rappelle aussi que Adolf Hitler avait fait sortir l'Allemagne de la Société des Nations en disant qu'il n'en avait rien à faire de la Société des Nations. Voilà. Alors voilà la situation dans laquelle on est. Conclusion pour ce qui concerne la France. Si la France n'était membre ni de l'Union européenne ni de l'OTAN, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous proposons depuis 19 ans, nous sommes encore une fois validés par les événements, puisque malheureusement la France risque d'être entraînée dans un conflit qui ne la concerne pas du tout, et où de toute façon, qui peut aller militairement se battre contre les États-Unis d'Amérique si d'aventure les États-Unis voulaient envoyer la force armée ? Résultat, nous devons poursuivre ce que je dis depuis 19 ans. La France doit retrouver sa souveraineté et son indépendance nationale, et elle ne doit pas se mêler de conflits qui la dépassent, parce qu'elle ne peut pas les résoudre et elle ne peut en être que la victime. Merci de m'avoir écouté. Vive l'UPR, vive la sortie de l'Union européenne, vive la récupération de notre souveraineté et de notre indépendance nationale, et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.